Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui du pervers narcissique et du complexe de Pygmalion. Le pervers narcissique se présente comme maître à penser. Il veut former l'esprit de sa proie, mais son intention est malveillante, elle est basée sur la corruption et la prédation. Il ne désire pas réellement communiquer et dialoguer, c'est-à-dire d'avoir une relation de sujet à sujet avec chacun une pensée propre, mais il veut plutôt persuader pour exercer une emprise sur sa proie. Il forme l'esprit de sa proie et la déforme petit à petit, étape par étape, de manière à ne pas laisser transparaître ses intentions malveillantes. Il ne veut pas être démasqué. Il dénigre les fondements de la moralité dans la société, dans le couple, dans la famille, au nom d'une sorte de clairvoyance qui lui permet de se présenter en maître à penser. Cette déconstruction des valeurs, des croyances de sa proie opère grâce à son cynisme, à ses sarcasmes. Il voit le monde, il voit l'individu comme mauvais et sous une apparence généreuse et altruiste comme une menace pour lui, bien que ce soit inconscient chez le pervers narcissique. Il déstabilise la proie par sa rhétorique afin d'envahir son psychisme et de diriger sa pensée. Par contre, il adopte le discours autoritaire, exigeant, dur, pour maintenir son emprise sur sa proie. Sa proie doit lui obéir, lui être fidèle, car son salut dépend de lui. Sa proie doit se sacrifier si elle veut avoir le privilège d'être à ses côtés. Elle doit faire des efforts sans relâche pour obtenir son attention, son amour. Le culte de la discipline vise à affaiblir l'esprit de la victime. C'est une pratique qui est toujours commune dans les sectes. C'est apparent, par exemple, dans la privation de sommeil, la privation de nourriture, la privation de toute forme de joie et d'apaisement chez la personne. Cette autorité abusive est une façon de se venger des autorités abusives de son enfance. Le pervers narcissique a vécu des abus narcissiques dans son enfance, de la maltraitance ou une façon finalement d'être utilisé, instrumentalisé comme objet, et il reproduit ça dans cette relation de domination. Le pervers narcissique agit en autorité abusive dans cette relation de domination, soi-disant pour éduquer, tel Pygmalion dans la mythologie grecque, qui sculpte son œuvre Galatée, une statue que la déesse Aphrodite, déesse de l'amour, rend vivante selon le vœu de Pygmalion. Cette légende, racontée par Ovide dans les Métamorphoses, décrit bien la façon dont le pervers narcissique façonne l'esprit de sa proie. Il en fait une statue, un robot, un objet qu'il instrumentalise à sa guise. Et sa proie doit le servir car il est son maître à penser, son Pygmalion. Il lui fait croire que sa réussite, son épanouissement dans la relation, voire son salut, dépend de lui, un peu comme le gourou dans une secte. Le dictionnaire décrit Pygmalion comme une personne amoureuse d'une autre qui la conseille, qui la façonne pour la conduire au succès. Mais le pervers narcissique fait croire à un amour qui n'existe pas, car il n'est pas capable d'aimer, son intention est destructrice. Il cherche plutôt à corrompre l'esprit de sa proie, à lui faire perdre ses valeurs, tout point de repère, grâce à ses messages paradoxaux,
qui rendent la proie confuse. Et dans cet état de confusion mentale, son esprit critique est bloqué et elle se laisse hypnotiser par ce discours qui est fait de paradoxes. Il induit des messages chez sa proie pour qu'elle agisse comme il l'entend, comme son double narcissique. Et donc, finalement, elle se laisse instrumentaliser, exploiter, et le recours aux violences psychologiques, verbales, physiques parfois, ou sexuelles, économiques, est un moyen de maintenir l'emprise avec ces messages paradoxaux. L'effet Pygmalion a été décrit par Rosenthal, un psychologue américain, en 1960 pour décrire une prophétie autoréalisatrice selon laquelle le jugement d'une personne influence et modèle le comportement d'une autre personne en positif comme en négatif. Cela passe par le non-verbal, par la transmission des émotions, le comportement, l'attitude, et donc ce jugement finalement est intégré par celui qui l'entend. Chez le pervers narcissique, eh bien, c'est finalement une prophétie autoréalisatrice négative, puisque le pervers narcissique veut anéantir l'identité de sa proie, il veut l'exploiter, et donc il n'y a pas d'intention bienveillante comme c'est décrit dans la prophétie autoréalisatrice de Rosenthal. Dans une relation adulte-enfant, cette domination empêche l'enfant de construire son identité, c'est-à-dire sa pensée propre, ses émotions, ses besoins propres, ses désirs propres et ses limites. L'enfant ne peut pas être un sujet. Donc, l'enfant ne peut, à travers son expérience, évaluer ce qui est bon pour lui. Il n'a pas le droit d'avoir une seule évaluation et il n'a pas le droit d'avoir une pensée propre. Le pervers narcissique, enseignant, parent ou conjoint, interdit le droit à l'erreur, le droit finalement de faire son expérience et à travers son expérience de commettre des erreurs parce que c'est à travers les erreurs que tout sujet apprend. Il exige la perfection d'emblée. Il impose toujours plus d'efforts à fournir pour finalement ne jamais donner la reconnaissance positive attendue. À l'inverse, dans une relation bienveillante, la confiance de l'enseignant favorise la confiance de l'élève, ce qui améliore au contraire ses performances. L'enseignant bienveillant autorise le droit à l'erreur, le droit de prendre des initiatives et le droit finalement d'expérimenter pour progresser, avancer pas à pas, et il met en évidence les pas en avant plutôt que de pointer systématiquement l'erreur. Il met en évidence les acquis, il encourage les prises d'initiative, l'autonomie, une pensée propre et un désir propre chez son élève. À l'inverse, l'enseignant pervers narcissique ou le conjoint, le collègue, veut faire au mieux de son élève finalement un double grâce à sa relation de domination envers lui. C'est à l'inverse donc une relation sans amour, une relation sans reconnaissance positive, si ce n'est quelques miettes données de temps en temps pour maintenir l'emprise. Donc il n'y a pas d'amour puisqu'il n'y a pas de respect de l'identité propre de la proie. Il n'y a pas de respect de ses émotions, de ses besoins, de ses limites. Pourtant, il fait croire à de l'amour en rendant sa proie confuse grâce à ses messages paradoxaux, en donnant des miettes d'attention de façon tout à fait stratégique, machiavélique, malveillante. Donc, ces miettes peuvent donner l'illusion de la reconnaissance positive,
l'illusion de l'amour, alors que finalement c'est un calcul et le pervers narcissique ne ressent aucun sentiment, ne ressent pas d'amour. Et donc, comment faire si on a affaire à une telle relation de domination? Eh bien, c'est de prendre conscience finalement qu'on est dans une sorte de prison et que cet emprisonnement éteint progressivement l'identité de la personne. Cette extinction se fait au prix finalement d'une perte d'énergie, une perte de force intérieure, de confiance en soi, d'estime de soi. Et ça s'accompagne d'un sentiment de culpabilité grandissant puisque la personne n'a pas droit à l'erreur, elle n'a pas le droit de faire ses propres expériences. Et donc, ce complexe de Pygmalion atteint profondément à l'identité, au point finalement d'induire une dépression, un épuisement chez la proie. Cependant, certaines proies sont choisies comme faire valoir, et dans ce cas, évidemment, elles sont encouragées à être le double narcissique du pervers narcissique, et cela se paye évidemment puisque la victime reste sous emprise parfois toute sa vie si elle suit ce chemin d'idéalisation et de sacrifice de soi. De plus, la moindre résistance est observée et repérée dès que la victime manifeste la moindre résistance. Le pervers narcissique alors met en place les violences psychologiques, verbales, physiques, économiques pour de nouveau réduire à néant l'identité de sa proie. Donc, il n'y a pas moyen, évidemment, de s'épanouir dans une telle relation. Pygmalion, pervers narcissique, est destructeur et malveillant. On ne peut pas parler d'un effet Pygmalion comme Rosenthal le décrit, mais au contraire d'une relation destructrice qui mène à la destruction de la proie, à son exploitation abusive. Il y a toujours des abus, qu'ils soient émotionnels ou sexuels, dans la relation de Pygmalion à son élève, à sa proie. Et donc, ces abus sont repérables puisque finalement, il n'y a pas de respect, il n'y a pas de respect de l'identité, il n'y a pas de respect de l'intégrité psychique et physique de la victime. Comment y échapper? Eh bien, la première étape, c'est de comprendre ce complexe de Pygmalion, du pervers narcissique, de comprendre que c'est une relation abusive qui ne mènera qu'à sa propre destruction. Et à partir de la prise de conscience des effets destructeurs sur soi, il est alors possible de prendre du recul. C'est aussi la reconnexion au corps, finalement, qui permet de ressentir ces effets destructeurs sur soi. Et donc, il est important de prendre soin de soi, prendre soin de son corps, retrouver des ressources, puisque le pervers narcissique, en tant que Pygmalion, est le maître à penser. Il interdit finalement de recourir à toute autre ressource que lui-même, qui n'est en réalité pas une ressource. Et donc, retrouver les ressources antérieures à la relation, qu'elles soient externes ou internes, permet à la victime de nouveau ressentir la force intérieure pour poser ses limites et pouvoir prendre du recul, prendre distance par rapport à cette relation de domination. C'est grâce à cette reconstruction de soi que la victime peut tout doucement récupérer son identité et échapper définitivement à l'emprise, car on peut avoir quitté le pervers narcissique, mais toujours sous emprise dans la mesure où finalement on est toujours marqué par cette emprise psychique, cet envahissement par l'endoctrinement du pervers narcissique. Et cet endoctrinement peut amener la victime à continuer à s'autodétruire, à obéir à tout ce discours malfaisant. Et donc, c'est important de repérer cette autodestruction bien au-delà de la libération de l'emprise,
de manière finalement à ne pas satisfaire ce désir destructeur du pervers narcissique qui veut vraiment anéantir sa proie. Le pervers narcissique tue rarement, par contre, il amène progressivement la victime à la mort soit par une destruction à petit feu, soit par le suicide. Et donc, il est très important de prendre conscience de cet aboutissement destructeur et de le stopper avant qu'il soit trop tard. Et demander de l'aide est nécessaire, l'aide de proches ou l'aide d'un professionnel si la destruction a été trop loin. Et donc, si vous voulez en savoir plus et encore mieux comprendre ce processus, eh bien, je vous propose de lire Les victimes de pervers narcissiques, guérir le traumatisme, qui est paru aux éditions Ellipse dans la collection Sans questions-réponses, ou bien Les victimes de pervers narcissiques, guérir le traumatisme, qui est paru aussi aux éditions Ellipse, mais dans la collection Récits et témoignages. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un j'aime sous la vidéo et je vous souhaite une bonne journée.